Elchin Amirbaïov est notre invité. Bonsoir, vous êtes l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France. Bonsoir. Il y a un an, les hostilités entre votre pays et l'Arménie avaient repris, on s'en souvient, s'agissant de cette région controversée, disputée du Haut-Karabakh. Où en est-on aujourd'hui ? Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Je crois qu'il faut, pour comprendre où nous sommes aujourd'hui, savoir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de conflit de Haut-Karabakh, qui est parfois nommé comme un conflit gelé ou oublié, mais je ne suis pas d'accord qu'il est gelé. Et les événements dont vous avez évoqué il y a un an ont montré à quel point la situation est très fragile. Mais ce conflit est déclenché suite à l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan à la fin des années 80, début des années 90. Et suite à cette agression et l'épuration ethnique perpétrée par l'Arménie dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, il ne s'agit pas seulement de Haut-Karabakh, mais aussi de cette province autour, comme vous voyez sur la carte. Tous ces territoires sont occupés depuis 25 ans. Et bien sûr que cette occupation, qui est une violation flagrante de droit international, a été condamnée à maintes reprises par l'ONU, par le Conseil de l'Europe. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté 4 résolutions en 1994 qui demandent tous et qui exigent le retrait complet, immédiat et sans condition des forces d'occupation arméniennes des territoires. Donc on a une enclave autoproclamée qui n'est reconnue par aucun pays, qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Vous donnez ce soir le point de vue de votre pays, qui n'est pas bien entendu celui de l'Arménie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous sommes aujourd'hui dans la situation d'impasse, dans les négociations, parce que malheureusement, l'Arménie a choisi de consolider le statu quo actuel. Ça veut dire que l'Arménie démontre aucun signe de sa volonté politique pour faire bouger la situation. Et bien sûr qu'ils pensent qu'en bloquant le procès de négociation et en consolidant le statu quo actuel, ils peuvent gagner de temps et finalement ils peuvent gagner donc ce conflit. Mais ce qui, je crois qu'il y a une considération fausse, parce que je crois que les événements de l'avril dernier, quand, suite à la provocation militaire des forces armées arméniennes, donc il y a eu une escalade qui a quand même s'est soldée par la perte des vies de plusieurs dizaines de personnes, on voit à quel point, sans accord politique de ce conflit, la situation sur la ligne de contact est fragile. Alors justement, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'est exprimé aujourd'hui sur le sujet. Il appelle les deux parties à être actif au compromis. Il dit que la Russie fera des efforts en ce sens pour un règlement de ce conflit. Il y a aussi la France qui joue le rôle de médiateur. D'ailleurs, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, était reçu il y a 2 semaines environ par François Hollande, le président français. Qu'en est-il ressorti ? Oui, donc je crois que cette visite officielle du président d'Azerbaïdjan et ses entretiens avec le président Hollande ont démontré encore une fois à quel point la France est impliquée dans le processus de la paix. Vous savez que la France, depuis 1997, est un des 3 pays coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, avec les États-Unis et avec la Russie. Et pendant cette administration, la France a proposé un sommet de Paris de 2014 qui avait réuni les chefs d'État arméniens et azerbaïdjanais. Et il y a eu des entretiens très intéressants, très prometteurs. Malheureusement, 1 semaine après ce sommet, l'Arménie a commencé des exercices militaires dans les territoires occupés d'Azerbaïdjan. Et c'était, bien sûr que c'était une gifle au processus de la paix. Et depuis, je crois que depuis cette provocation le mois avril dernier, quand l'Azerbaïdjan a dû riposter et a libéré certains territoires qui étaient sous l'occupation, l'Arménie rejette aucune tentative de négociation directe avec l'Azerbaïdjan. Sachez que pour l'Azerbaïdjan, c'est un conflit qui est beaucoup plus lourd par ses conséquences, parce qu'il y a presque 1 million des 9 millions d'habitants d'Azerbaïdjan qui sont aujourd'hui soit des personnes déplacées ou des réfugiés. Ça veut dire qu'aux environ 11% de notre population, et ça c'est un résultat de politique d'épuration ethnique qui a été perpétrée par l'Arménie dans les territoires occupés. Quelle relation entre la France et l'Azerbaïdjan ? On imagine qu'il y a eu de la coopération économique abordée lors de cette rencontre entre les 2 chefs d'État. On sait que votre pays a une manne pétrolière, c'est un secteur en crise. Comment est-ce que votre pays s'adapte-t-il ?
D'abord, il faut dire que la France reste pour l'Azerbaïdjan un des partenaires clés économiques dans l'Union européenne. Cette année, on félicite et on fête le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la France. La France était d'ailleurs deuxième pays qui avait reconnu la restauration de notre indépendance parce qu'on a eu une période de la première république parlementaire démocratique azerbaïdjanaise en 1918-1920. Et pour la France, l'Azerbaïdjan aussi reste un pays clé en ce qui concerne des échanges économiques et commerciaux. La France avait investi depuis notre indépendance 2,4 milliards de dollars dans notre économie. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt les domaines pétroliers et gaziers. Aujourd'hui, l'implication et la présence de plus de 50 sociétés françaises en Azerbaïdjan montre la diversité d'implication de business français en Azerbaïdjan. Est-ce que vous êtes impacté par la chute des cours du pétrole? Oui, bien sûr, parce que les revenus de l'Azerbaïdjan, qui dépendent trop, bien sûr, de prix de pétrole, nous a touché beaucoup, mais en même temps, ce qu'on a déjà lancé depuis des années, c'est la politique de diversification de notre économie pour investir énormément dans d'autres secteurs non énergétiques, et je parle ici des domaines comme agriculture, comme tourisme, comme, disons, la technologie informatique, notre programme spécial, donc viticulture et d'autres domaines. Et je crois que par le biais de cette politique, on a réussi à baisser la dépendance de notre économie des revenus du pétrole et du gaz. Mais par contre, l'Azerbaïdjan reste un partenaire stratégique de l'Union européenne en tout ce qui concerne la transportation des ressources hydrocarbures de la mer Caspienne via l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie vers les marchés occidentaux. Votre pays, monsieur l'ambassadeur, est parfois montré du doigt pour le non-respect des droits humains. Où en est la question justement des droits humains en Azerbaïdjan aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous dire que pour comprendre comment la situation est dans ce domaine, il faut visiter l'Azerbaïdjan. Donc, je voudrais pas faire des commentaires sur les stéréotypes et des amalgames qui sont liés à l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, il faut savoir que c'était la première république parlementaire dans le monde oriental musulman quand il avait installé la première république parlementaire démocratique en 1918. On a octroyé le droit de vote aux femmes en 1918, beaucoup avant d'autres pays européens. On a aboli la peine de mort. On a accédé au Conseil de l'Europe en 2001. On a mis en œuvre une série de réformes politiques, y compris sur la démocratisation et libéralisation de notre société. Mais il faut comprendre qu'à l'échelle de l'histoire, 25 ans, donc ce n'est pas une énorme période. On sait très bien qu'il faut encore continuer nos efforts. Mais en même temps, je crois que l'Azerbaïdjan peut être considéré comme un exemple pour la tolérance religieuse, pour le dialogue interculturel. Merci Elçin Amirbayev, ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, d'avoir répondu à nos questions.